Bonjour, dans cette séquence vidéo, je vais continuer la présentation du corrigé du National 2016, deuxième bac sciences mathématiques A, matière SVT, session normale. L'exercice 2, donc il s'agit de l'exercice 2 dans la deuxième partie, la partie donc raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. C'est un exercice qui porte sur la génétique humaine, c'est-à-dire qu'il est intéressant aussi bien pour les élèves de la deuxième année du bac sciences mathématiques A et aussi pour les élèves de la deuxième année du bac SVT. Eh bien, voici donc l'énoncé de l'exercice. La myopathie de Duchenne est une maladie héréditaire liée au sexe. Elle débute dès l'enfance et se traduit par la dégénérescence progressive des fibres musculaires, muscles squelettiques et muscles respiratoires. Elle aboutit généralement à la mort avant la puberté. Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille où s'exprime la myopathie de Duchenne. On va donc faire une lecture et une discussion globale des données de l'exercice ainsi que des questions. Et puis, on va rentrer dans le détail de la présentation des réponses. Euh, Déjà, ici, donc, on vous dit c'est une maladie liée au sexe. Donc, comme vous le savez très bien, au niveau des exercices de la génétique humaine, comme pour les exercices de la génétique mendélienne, il y a des éléments qu'on vous présente au niveau des données, et il y a d'autres éléments qu'on vous demande de déduire à partir des données. Donc, on vous demande au niveau des questions de déduire ces phénomènes ou bien ces données à partir de l'analyse et l'interprétation des documents et des informations qui sont fournies au niveau de l'énoncé de l'exercice. Donc, par exemple, ici, déjà, au niveau de l'énoncé, on nous dit que c'est une maladie qui est liée au sexe. Donc, on doit tenir compte de cette donnée lorsqu'on va discuter donc la réponse aux différentes questions. Tout ceci pour dire que chaque exercice il a ses propres spécificités, donc il faut s'adapter donc aux données qui sont propres à chaque exercice. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille où s'exprime la myopathie de Duchenne, qui est donc une tare héréditaire ou bien donc une maladie héréditaire. Alors, jetons un coup d'œil sur cet arbre généalogique. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater donc au premier abord, à première vue? Eh bien, tout simplement, on va constater que il y a des parents qui sont tous deux sains et qui ont eu des enfants atteints. C'est-à-dire que lorsque je suis devant un arbre généalogique comme celui-là, donc je dois me poser les questions, qu'est-ce qu'on devrait en principe me demander? Eh bien, tout ce qu'on peut déduire donc en première question donc, à propos d'un arbre généalogique, c'est tout simplement de déterminer le mode de transmission de la maladie. Eh bien, que signifie le terme mode de transmission de la maladie? Eh bien, mode de transmission de la maladie, c'est-à-dire répondre aux questions liées à la dominance, c'est-à-dire il faut déterminer est-ce que l'allèle responsable de la maladie, est-ce qu'il est dominant ou bien est-ce qu'il est récessif, ou éventuellement on peut trouver des cas de codominance, même en génétique humaine. Et puis, on va donc répondre à la question de l'emplacement du locus du gène responsable de la maladie, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un gène qui est situé sur un autosome ou bien un gonosome, etc. Donc, mode de transmission signifie donc répondre aux questions liées à la dominance et aux questions liées à l'emplacement du locus du gène en question. Donc déjà ici, on peut rapidement dire que puisqu'il y a des parents qui sont atteints, pardon, qui sont sains et qui ont donné des enfants atteints, eh bien rapidement, automatiquement, on va dire que l'allèle responsable de la maladie est récessif et bien sûr
l'allèle normal, il est dominant. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en est donc à propos de l'emplacement du locus du gène en question. Eh bien, qu'est-ce que vous avez au niveau de la première question? Vous avez, en exploitant les données de l'arbre généalogique, petit a, déterminer le mode de transmission de cette maladie, justifiez votre réponse. Alors, le mode de transmission, c'est-à-dire, est-ce que l'allèle responsable de la maladie, est-ce qu'il est dominant ou bien récessif? Et puis, donc, l'emplacement du locus du gène. Eh bien, dans cet exercice, il faut tenir compte du fait que déjà, même si on nous demande ici de déterminer le mode de transmission, mais déjà, il y a une information qui est fournie au niveau de l'énoncé de l'exercice, à savoir que le, le gène ou bien la maladie est liée au sexe. C'est-à-dire qu'on doit, on doit éliminer l'hypothèse d'une transmission autosomique, donc on doit travailler uniquement au niveau des hypothèses qui sont en relation avec la transmission gonosomique. Eh bien, combien d'hypothèses peut-on logiquement poser à propos de l'emplacement du locus du gène lorsqu'il s'agit d'une transmission gonosomique? Eh bien, nous avons trois. Trois hypothèses. Logiquement, trois hypothèses. Puisqu'on a éliminé la quatrième, c'est-à-dire la transmission autosomique, et nous avons, dans le cadre de la transmission gonosomique, nous avons trois hypothèses. C'est-à-dire, soit le gène est porté par la partie propre à X, ou bien la partie propre à Y, ou bien la partie commune entre X et Y. Mais généralement, la partie commune entre X et Y, donc c'est un cas qui est vraiment, vraiment très, très rare, c'est-à-dire tout simplement, vous n'allez pas à discuter cette hypothèse. Donc, puisque déjà dans les données, on nous a dit que c'est lié au sexe, donc il nous reste à discuter deux hypothèses. À savoir, le chromosome, le gène est porté par la partie propre au chromosome X, ou bien le gène est porté par la partie propre au chromosome Y. Donc nous devons discuter deux hypothèses. Eh bien, puisque donc nous avons précisé le contexte dans lequel on doit discuter la- 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 le mode de transmission de la maladie, on va revenir à l'arbre généalogique. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que à partir de l'arbre généalogique, on va déduire ce qui suit. D'une part, on va dire que l'allèle responsable de la maladie est récessif, vu qu'il y a des parents qui sont tous deux sains, qui ont donné des enfants atteints. C'est le cas du couple 2-6, 2-7, 2-3, 2-4 et 1-1 et 1-2. Donc, il s'agit d'une transmission d'une maladie récessive. En ce qui concerne l'emplacement du locus du gène, donc nous avons dit qu'il nous reste à discuter deux hypothèses, soit que le gène est porté par la partie propre à Y. À ce moment-là, on doit refuter cette hypothèse parce que il y a des individus de sexe, il y a une femme, il y a une fille, donc il y a une personne de sexe féminin qui est atteinte de la maladie. Donc c'est ce qui va exclure l'hypothèse d'une transmission à travers la partie propre à Y. Eh bien, automatiquement, lorsque je refute une hypothèse, eh bien, automatiquement, c'est l'autre hypothèse qui est juste. C'est-à-dire, on va déduire automatiquement que le locus du gène est porté par la partie propre au chromosome sexuel X. Et on va dire, pour résumer tout ceci, en ce qui concerne donc le mode de transmission de la maladie, on va dire qu'il s'agit d'une maladie récessive à transmission autosomique liée à la partie propre à X. Voilà donc ce que l'on va déduire. Donc ça, c'est en quelque sorte, c'est la réponse à la question petit 1, petit a. Qu'est-ce que nous avons?
au niveau de la question petit b. La question petit b, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la question petit b? Donner les génotypes des parents 2, 6 et 2, 7, puis montrer que l'apparition de la myopathie chez la fille 3, 9 est imprévisible. Utiliser grand M pour l'allèle dominant et petit m pour l'allèle récessif. Donc, dans cette question, qu'est-ce qu'on nous demande? Il y a deux choses. D'une part, il faut déterminer le génotype des individus 2, 6 et 2, 7. Et d'autre part, vous allez montrer que la myopathie chez la fille 3, 9, c'est un événement qui est imprévisible. Eh bien, revenons à l'arbre généalogique. À propos donc du génotype des individus 2, 6, 7. Donc le couple de 6 et 7. Donc, nous avons dit qu'il s'agit d'une transmission gonosomique liée à la partie propre AX et un allèle responsable de la maladie qui est récessif. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, si nous avons admis que la maladie est portée par la partie propre AX, eh bien, ce père, il aura un X qui porte le gène responsable de le gène normal, c'est-à-dire un X grand M, c'est-à-dire l'allèle normal dominant. Eh bien, obligatoirement, ce père, il doit donner à sa fille, qui est donc 3,9, il doit lui donner un chromosome X grand M, c'est-à-dire un chromosome X qui porte l'allèle dominant normal. Dans ce cas-là, quel que soit le gamète, quel que soit le chromosome porté par le gamète maternel, cette fille de 3, en principe, il devrait être saine puisqu'il doit hériter un X grand M de son père. Donc, nous avons ici une sorte d'aberration, c'est-à-dire que le fait que la fille 3, 9 est atteinte, et donc c'est un événement imprévisible. Voilà. Donc, comme réponse à la deuxième question, c'est-à-dire la question petit 1, petit b, on va dire tout simplement, en ce qui concerne le, le- le- le génotype 2,6, 2,7, eh bien, pour le génotype 2,6, 2,7, on va dire que ce père, puisqu'il est sain, il est obligatoirement X grand M, X petit m, c'est-à-dire grand M, c'est l'allèle normal, dominant, et l'allèle... Non, non, pardon, je m'excuse. Ce père, qu'est-ce qu'on va dire à propos de ce père? On va dire qu'il porte un X grand M et un Y qui est vide. Étant donné que lorsqu'il s'agit d'un gène porté par la partie propre à X, eh bien, le chromosome Y est considéré comme étant un chromosome vide. Donc, le père de 7, il a un X grand M, Y grand M. C'est l'allèle responsable de l'état normal qui est donc dominant. Et la maman, puisqu'elle est à la fois saine et elle a donné un enfant atteint, donc c'est une femme qui est porteuse de la maladie, donc elle doit être hétérozygote, c'est-à-dire son génotype sera X grand M, X petit m. Voici en ce qui concerne la détermination des génotypes respectifs des deux parents de 6 et de 7. Et puis, on a dit que on doit démontrer que cette situation est une situation imprévisible, c'est-à-dire le cas où l'on aura la fille 3,9 atteinte de la maladie. Donc, grosso modo, on a répondu à la question 2, 1b. Après, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est-à-dire, ce cas imprévisible, c'est comme une sorte de contradiction. Donc, on doit nous donner des données qui vont un petit peu
nous expliquer cette aberration, ce cas aberrant. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Pour chercher la cause de la myopathie chez la fille 3,9, on a réalisé son karyotype qui figure dans le document 2. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez constater au niveau de ce karyotype? Eh bien, vous allez constater tout simplement que c'est un karyotype anormal. Il y a une anomalie et vous pouvez donc compter les paires de chromosomes homologues de 1 jusqu'à 22 et puis vous allez chercher la paire des gonosomes, c'est-à-dire la paire des chromosomes sexuels. Qu'est-ce que vous allez trouver ici? Eh bien, vous allez trouver que cette fille, elle porte un seul chromosome X, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes, ça fait 45 au lieu de 46. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Donc cette fille, elle souffre du syndrome de Turner. Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit dans la question 2? En exploitant le document 2, déterminer le type d'anomalie chromosomique observé chez la fille 3,9. Eh bien, le type d'anomalie, c'est c'est le syndrome de Turner. Et le symbole du syndrome de Turner, on écrit comme ça, 45X. C'est-à-dire l'ensemble des chromosomes, c'est 45. Et on a un seul gonosome qui est donc X. Et vous savez très bien que les individus du sexe féminin doivent porter deux exemplaires du chromosome X, c'est-à-dire du gonosome X. Eh bien, la première partie donc de la deuxième question, c'est tout simplement, on doit identifier l'anomalie chromosomique qui figure sur le karyotype. Deuxième partie de la deuxième question, expliquer pourquoi elle est atteinte de myopathie de Duchenne. Alors, pourquoi cette fille, elle est atteinte de myopathie de Duchenne? Alors, on va revenir à notre arbre généalogique. On va revenir ici à notre arbre généalogique. Qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de l'arbre généalogique? Que cette femme, il est hétérozygote, c'est-à-dire qu'il est probable donc il est possible qu'elle donne à sa fille 3, 9, un chromosome X qui porte l'allèle responsable de la myopathie de Duchenne, c'est-à-dire AX petit m. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'il n'a rien hérité de son père comme chromosome sexuel. C'est-à-dire il a hérité uniquement les autosomes en ce qui concerne son père. Donc, en ce qui concerne les gonosomes, elle a hérité un X petit m de sa mère. C'est pour cela qu'elle est atteinte de la maladie. Et le chromosome X grand M qui l'aurait donc protégé de la maladie, il n'a pas été hérité du tout parce qu'il y avait donc une anomalie au niveau de la méiose chez le père au moment de la formation des gamètes. Donc voilà ce qu'on nous demande ici pour expliquer ce cas donc qu'on a dit qui est un cas imprévisible. Eh bien, je vais revenir ici, je vais vous présenter un document, un schéma qui ne fait pas partie, des données de l'exercice, mais tout simplement, je vous présente ici une comparaison entre le chromosome X et le chromosome Y. Alors, les secteurs qui constituent respectivement les chromosomes X et Y, il y en a 3 secteurs. Cette partie verte ici et là, ces deux parties, cette partie verte au niveau du chromosome X et là une partie correspondante au niveau du chromosome Y, de même que cette partie-là. Donc on dit que c'est la partie qui est homologue entre X et Y. Donc ce sont deux parties homologues. Mais vous avez ici toute cette partie-là, c'est une partie qui est propre à X, c'est-à-dire les gènes qui sont situés dans cette partie-là, ils n'ont pas d'homologue au niveau du chromosome Y. De même, cette partie-là, c'est une partie qui est propre
à Y, et donc les gènes situés dans cette partie-là du chromosome Y, ils n'ont pas d'homologue au niveau du chromosome X. Donc, nous avons trois secteurs de gènes qui sont portés par les gonosomes. Il y a la partie qui est propre à X, c'est celle-là. Non, non, pardon. La partie qui est propre à X, c'est celle-là. La partie qui est propre à Y, c'est celle-là. Et cette région-là, c'est la partie qui est homologue entre X et Y. Alors, au moment de la discussion, en principe, on doit proposer trois hypothèses lorsqu'il s'agit d'une transmission gonosomique. C'est-à-dire, on doit dire, est-ce que le gène, le locus du gène, est-ce qu'il est situé sur la partie propre à X, ou bien sur la partie propre à Y, ou bien sur la partie qui est homologue entre X et Y. Eh bien, c'est cette partie-là, hein, ces parties qui sont situées aux extrémités des chromosomes X et Y, ce sont les parties qu'on doit éliminer parce que c'est rare qu'on trouve des gènes intéressants dans ces régions. Donc, au lieu de proposer pour la transmission gonosomique, au lieu de discuter trois hypothèses, on va tout simplement discuter deux hypothèses, c'est-à-dire soit le gène est situé sur la partie propre à X, ou bien le gène est situé sur la partie propre à Y. Si on n'a pas de données comme dans cet exercice, déjà dans l'énoncé, on nous dit que ce n'est pas lié à des autosomes, c'est-à-dire que c'est une transmission liée à des chromosomes sexuels. Sinon, dans le cadre général, on doit donc proposer, on doit discuter trois hypothèses, c'est-à-dire soit on a une transmission autosomique, soit on a une transmission gonosomique liée à la partie propre à X, ou bien une transmission gonosomique liée à la partie propre à Y. Et même pour la partie propre à Y, vraiment, vraiment, c'est très rare de trouver des cas où vous pouvez donc trouver des gènes qui se situent dans cette partie-là. Donc généralement, je dirais plus que 90% des cas, lorsqu'il s'agit d'une transmission gonosomique, eh bien c'est presque, je dirais automatiquement, c'est la partie propre à X. Ceci dit, on va donc revenir au début pour présenter les détails des réponses à ces questions. Alors, vous avez ici ce qui est intéressant donc dans ce texte, c'est que on vous a mentionné que le gène est lié au sexe, la maladie est liée au sexe, donc déjà vous allez automatiquement dans votre discussion éliminer le cas d'une transmission autosomique parce que déjà on vous a donné, je dirais donc on vous a donné un coup de pouce en vous proposant que c'est déjà lié au sexe, donc vous allez tout simplement faire discuter les cas possibles dans le cadre de la transmission gonosomique. Et vous allez donc éliminer automatiquement l'hypothèse de la transmission autosomique. Voilà. Nous avons donc l'arbre généalogique, qui est celui-là. Et puis, la première question, qu'est-ce qu'elle nous dit? En exploitant les données de l'arbre généalogique, petit a, déterminez le mode de transmission de cette maladie, justifiez votre réponse. Donc, la réponse à la question petit a est la suivante. Voilà. Regardez ce que vous avez ici. Alors, vous avez donc, comme je le rappelle toujours, une bonne rédaction, c'est très intéressant donc au niveau de l'examen national. Vous avez ici donc, bien sûr, j'indique le numéro de la question pour laquelle je vais présenter la réponse. Un petit a, petit 1, petit a. Et comme vous pouvez le constater ici, vous avez le premier point et le deuxième point. Eh bien, pourquoi donc j'ai distingué le premier point et le deuxième point? Parce que le premier point, ça discute la dominance, et le deuxième point, ça discute l'emplacement du locus du gène. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de la dominance? Tout simplement, je veux dire que puisqu'un couple normal a donné naissance à un enfant malade, le gène responsable de la myopathie est récessif, petit m. L'allèle normal est alors
dominant, grand M. Et bien sûr, ces, ces symboles sont, donc on nous demande au niveau des données, utiliser grand M pour l'allèle dominant et petit m pour l'allèle récessif. Vous pouvez constater ici qu'on n'a pas présenté lequel des deux allèles est responsable de la maladie et lequel est responsable de l'état normal. Donc c'est à vous de le prouver à partir de votre discussion, à partir de l'arbre généalogique. Eh bien, comme je dis toujours, on ne doit pas utiliser un symbole sans présenter toutes les informations qu'il faut en ce qui concerne donc ce symbole, à savoir chaque symbole, quel est le phénotype en relation avec ce symbole, ça d'une part. D'autre part, est-ce que l'allèle, est-ce qu'elle est dominant ou bien est-ce qu'elle est récessif, ou bien éventuellement on peut même trouver des cas de, de, de codominance. Alors ici, qu'est-ce que j'ai dit? À partir de l'arbre généalogique, voilà, vous avez au niveau de l'arbre généalogique des parents qui sont tous deux sains et qui ont donné naissance à des enfants atteints, eh bien, qu'est-ce que je veux dire au niveau de ma réponse? Puisqu'un couple normal a donné naissance à un enfant malade, le gène, ça, c'est une erreur d'inattention. Qu'est-ce que je dois mettre ici, s'il vous plaît? L'allèle responsable, c'est pas le gène, l'allèle responsable de la maladie, de la myopathie est récessif, l'allèle normal est alors dominant, donc l'allèle responsable de la maladie, on le note petit m, et l'allèle normal, il est dominant grand M. Ici, on dit l'allèle et non pas le gène, je m'excuse. Donc ici, on a discuté la dominance. Dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on doit discuter? Et on a dit donc, on doit discuter l'emplacement du locus du gène. Eh bien, nous avons dit que nous avons l'hypothèse de la transmission autosomique, elle est éliminée parce que c'est déjà donné dans l'énoncé de l'exercice que la maladie, elle est liée au sexe. Qu'est-ce qu'il nous reste à discuter? Il nous reste à discuter deux hypothèses. Soit le gène est porté par la partie propre à Y, ou bien il est porté par la partie propre à X. Donc, puisqu'il ne nous reste que deux hypothèses, une fois on élimine une de ces deux hypothèses, eh bien automatiquement c'est l'autre qui va être validée. Alors ici, je vais donc dans le deuxième point, je vais indiquer que la maladie est liée au sexe selon les données. Pourquoi je vais faire donc cette mention au début? Pour dire voilà pourquoi j'ai éliminé l'hypothèse d'une transmission autosomique. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Je vais discuter Y, la partie propre à Y, et la partie propre à X. Alors, le gène responsable de cette maladie ne peut pas être porté par la partie propre à Y, puisqu'une personne du sexe féminin est atteinte. C'est la personne 3, 9. Donc, nous avons au niveau de l'arbre généalogique, nous avons ici une personne du sexe féminin est atteinte de la maladie, eh bien, c'est ce qui permet d'exclure l'hypothèse d'une transmission gonosomique liée à la partie propre au chromosome Y. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, automatiquement, on va dire conclusion, le gène responsable de cette maladie est porté par la partie propre au chromosome X. On a donc répondu à la question 1A. Au niveau de la question 1B, dans la question 1B, il y a aussi deux choses. Tout d'abord, on doit présenter le génotype des deux parents 2, 6, 7. Les deux parents 2, 6, 7. Et on doit démontrer que ça, c'est un cas aberrant. C'est une situation imprévisible. Eh bien, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, deux choses. Petit 1, petit b, donnez les génotypes des parents 2,6 et 2,7, puis montrez que l'apparition de la myopathie chez la fille 3,9 est imprévisible. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire dans la réponse à la question 1, petit b? Alors, 1, petit b, voici
comment il faut répondre. Vous avez ici le premier point, on a le génotype de la mère. Le deuxième point, on a le génotype du père. Et le troisième point, c'est discuter donc le cas imprévisible d'une fille 3-9. Donc on va discuter, on va dire que pourquoi c'est imprévisible qu'elle soit atteinte de la maladie. Donc, au niveau de ma rédaction, vous pouvez constater donc que j'ai présenté sous forme de points, comme cela, c'est-à-dire ça montre bien quels sont les éléments qui sont demandés dans la question 1b. Regardez, dans la question 1b, qu'est-ce qu'on me demande? Donner les génotypes des parents de 6, de 7 et montrer que l'apparition de la myopathie de Duchenne chez la fille 3-9 est un événement imprévisible. Et voilà donc, on doit retrouver trois éléments dans la réponse: le génotype de 2-6, le génotype de 7 et l'imprévisibilité de l'atteinte de la fille 3-9 par la myopathie de Duchenne. Eh bien, ce sont les éléments que vous allez trouver dans la réponse ici, à la question 1b. Regardez. Génotype de la mère 2-6, 2 points, X grand M, X petit m, car elle est saine et a donné naissance à un garçon atteint. Elle est donc porteuse, et si elle est porteuse de la maladie, c'est-à-dire qu'il doit être obligatoirement hétérozygote. Deuxième point, génotype du père 2-7. Alors, lorsqu'il s'agit d'une transmission gonosomique liée au chromosome, à la partie propre au chromosome X, pour les individus du sexe masculin, il y a une correspondance directe entre le phénotype et l'allèle porté par X, étant donné que Y est considéré comme étant un chromosome vide. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le père 2-7? C'est un père qui est sain, et bien automatiquement, l'unique allèle porté par le chromosome X, c'est un allèle normal. Donc, je vais écrire ici, génotype du père 2-7, X grand M Y, car il est sain et le phénotype correspond directement à l'unique chromosome porté par X, donc X grand N Y. Donc, premier point, on a donc pour le premier point et le deuxième point, on a discuté les génotypes respectifs des parents 2-6 et 2-7. Le troisième point, on va montrer que c'est imprévisible que la fille 3-9 soit atteinte. Alors, le gène étant porté par la partie propre à X, la fille 3-9 devrait en principe hériter un chromosome X grand M de son père. Parce que la fille, elle ne peut pas hériter un chromosome Y de son père. Donc, il est obligatoire que la fille hérite le chromosome X de son père. Puisque son père, il est sain, c'est-à-dire son chromosome X porte l'allèle normal grand M. Donc, obligatoirement, si les choses donc étaient tout à fait comme d'habitude, la fille 3-9 devrait en principe hériter un chromosome X grand M. Et alors, elle devrait être saine, quel que soit le chromosome hérité de la mère. Si la fille hérite l'allèle dominant de son père, eh bien, elle va exprimer un phénotype dominant et donc on ne doit pas discuter qu'est-ce qu'il va hériter de sa mère. Elle devrait être en principe donc saine, quel que soit le chromosome hérité de la mère. Son atteinte de la maladie est donc imprévisible. Donc ici, on a montré que c'est une situation aberrante parce que tout simplement, vous avez ici, au niveau de l'arbre généalogique, ce père-là, il doit donner à cette fille X grand M, c'est-à-dire le chromosome X qui porte l'allèle normal dominant, et c'est ce qui fait que cette fille doit être saine. Alors qu'au niveau de l'arbre généalogique, elle est atteinte, donc c'est un cas inhabituel. Les données suivantes vont nous présenter pourquoi justement c'est un cas inhabituel, c'est-à-dire on va donc expliquer ce cas qui est imprévisible. Eh bien, pour chercher la cause de la myopathie chez la fille 3-9, on a réalisé son karyotype et lorsque donc vous analysez donc minutieusement votre karyotype,
vous allez trouver qu'il n'y a que 45 chromosomes parce que cette fille, au lieu d'avoir deux exemplaires du chromosome X, c'est-à-dire une paire de chromosomes X, il en a seulement un seul exemplaire. Il s'agit donc d'une anomalie chromosomique qui s'appelle le syndrome de Turner. Donc, on vous dit dans la deuxième question, en exploitant le document 2, déterminer le type d'anomalie chromosomique observée chez la fille 3,9, donc c'est le syndrome de Turner, et expliquer pourquoi elle est atteinte de myopathie de Duchenne. Donc, elle est atteinte de myopathie de Duchenne parce que il y avait, au moment de la formation des gamètes chez son père, il y avait une anomalie au niveau de la migration des chromosomes homologues ou bien des chromatides au moment de la méiose. Donc l'anomalie peut être en liaison soit avec la méiose 1, soit avec la méiose 2. Eh bien, ce qui a donné des gamètes mâles, qui ne portent pas de gonosome. C'est-à-dire son papa, son père, lui a donné un spermatozoïde qui, qui, ne, contient, qui ne contient que 22 chromosomes. En principe, qu'est-ce qu'on doit trouver dans un spermatozoïde? On doit trouver 23 chromosomes, c'est-à-dire 22 autosomes plus X si donc ça va donner une fille, ou bien plus Y si ça va donner un garçon. Donc dans ce cas-là, son père lui a donné tout simplement 22 plus rien, plus zéro. C'est-à-dire, vu donc qu'il y avait une anomalie au niveau de la méiose chez son père, donc il lui a donné un spermatozoïde qui est anormal, donc pour lequel il n'y a pas de gonosome. Il n'y a que les 22 autosomes. Et puis, donc, elle a hérité un X petit m de sa maman, et bien c'est pour cela qu'elle est atteinte. Donc, c'est ça l'explication de l'aberration dont on vient de parler. Alors, revenons à la question, donc on a dit la question 2. En exploitant le document 2, déterminer le type d'anomalie chromosomique observée chez la fille 2, chez la fille 3,9, puis expliquer pourquoi elle est atteinte de myopathie de Duchenne. Eh bien, qu'en réponse à la deuxième question, voilà, on va dire la fille 3,9 est atteinte de syndrome de Turner, car son karyotype montre un seul chromosome sexuel X. C'est-à-dire, au niveau de son karyotype, nous avons, au lieu de 46 chromosomes, nous en avons uniquement 45. Donc ça, c'est le premier point, c'est tout simplement déterminer l'anomalie. Donc c'est une fille qui est atteinte du syndrome de Turner. Deuxième point, on va expliquer donc justement pourquoi elle est atteinte de la myopathie de Duchenne. Alors ici, je vais tout simplement donner une remarque méthodologique. Regardez s'il vous plaît. Dans cet exercice, vous avez deux problèmes. Il y a la myopathie de Duchenne, qui est, je dirais donc, une maladie mendélienne, et il y a un syndrome de Turner, qui est une anomalie chromosomique. Et bien sûr, au niveau de votre rédaction, aux réponses, au niveau des réponses à vos questions, donc au niveau de votre copie d'examen, bien sûr, il faut être précis, donc il ne faut pas mélanger les concepts scientifiques. Le syndrome de Turner, c'est une anomalie chromosomique. La myopathie de Duchenne, c'est une maladie mendélienne, c'est-à-dire elle est liée à un allèle récessif porté par la partie propre au chromosome X. Donc nous avons deux choses. Donc il ne faut pas, donc au niveau de la rédaction, il ne faut pas mélanger vos concepts scientifiques. Bien, donc en tenant compte de cette remarque, on va donc continuer la discussion du deuxième point. La fille 3,9 a reçu l'allèle responsable de la maladie de sa mère, à travers donc le chromosome X qui porte un petit m. Et n'a pas reçu le chromosome sexuel X grand M de son père, à cause d'une anomalie chromosomique lors de la méiose chez ce dernier. Donc, c'est son père qui avait un problème au niveau de la méiose. Du coup, il lui a donné un chromosome dans lequel il n'y a pas du tout de gonosome. Il n'y a que 22 autosomes.
Chez la fille 3,9, l'absence de l'allèle dominant, qui devrait être en principe hérité du père, l'absence de l'allèle dominant, l'absence de l'allèle dominant, c'est-à-dire l'allèle normal, a permis l'expression de l'allèle responsable de la maladie et par conséquent l'apparition de la myopathie de Duchenne chez elle. Donc, dernière remarque, donc j'ai dit, je répète donc cette remarque, au niveau des réponses, hein, ce qui va montrer donc que vous maîtrisez très bien vos concepts scientifiques, on ne doit pas avoir aucune confusion entre deux choses tout à fait différentes, à savoir le syndrome de Turner, qui est une anomalie chromosomique, et la myopathie de Duchenne, qui est une maladie mendélienne liée à un allèle responsable de la maladie qui est récessif, et le locus du gène est porté par la partie propre à X. Voilà, donc sur ce, j'ai terminé donc cet exercice, et portez-vous bien, et à la prochaine.